Il me dit, bon, j'ai un projet qui te ressemble. C'est de l'outdoor, c'est gros, ça peut t'intéresser. Est-ce que tu veux bien venir regarder? Donc, je me retrouve catapulté dans un bureau. On me montre un dossier de 400 pages. Et on me dit, tu as 10 minutes pour le lire, parce qu'on a rendez-vous à l'hôtel de ville de Paris dans 1 heure. On monte dans le taxi. Et finalement, je me retrouve catapulté là-dedans. Et cet événement-là, c'était la fameuse piste d'athlétisme qui flottait sur la Seine. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reçois un invité franchement exceptionnel. Il est de ceux qui ont vécu des choses que peu d'entre nous ont pu vivre ou imaginer. Et pour le coup, j'ai eu la chance de travailler avec lui lors de l'organisation de la Fan Zone de Lille pendant l'Euro 2016. Et je dois dire que s'il n'avait pas été là, alors les choses auraient été drôlement plus compliquées. Homme de l'ombre pour certains, homme lumineux pour d'autres, lui c'est Vianney Delru, le dirigeant de Axéo Ingénierie et surtout l'un des hommes clés des JO 2024. Salut Vianney. Salut Laurent. Bon, je suis ravi de te recevoir ici sur la Learning Expedition Hauts-de-France. Tu me fais l'honneur finalement de venir parce que tu m'as dit, en gros, que c'était ton premier podcast et que tu avais été sollicité à plusieurs reprises et que tu voyais pas toujours l'intérêt en fait. Oui, voilà, c'est pas l'exercice que je préfère. Maintenant, je suis content de le faire dans ces conditions avec toi. Ouais, c'est cool. hyper symbolique aussi pour moi, donc cool. merci de me recevoir. Bon, c'est cool. Écoute, Vianney, puisque tu es l'homme de l'ombre pour certains, mais plus pour longtemps, et l'homme lumineux pour d'autres, on le verra après d'ailleurs. Est-ce que tu veux bien te présenter en 2-3 mots? Qui es-tu et c'est quoi ton métier? Voilà, qui es-tu? Okay. Donc, moi, je suis Vianney Delru, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Ouais. Je vis à Roubaix et je suis le dirigeant de la société Axéo Ingénierie, que j'ai montée en 2007. Mais avant tout, je suis un passionné, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui ont cette chance de vivre de leur passion. C'est un métier que je veux faire, même s'il a évolué, mais depuis que je suis tout petit, je rêve de travailler dans la musique, dans l'événementiel, et aujourd'hui j'y suis et j'en profite pleinement. À 100%. Alors on peut dire que tu es fait pour ça parce que moi, pour avoir touché l'événementiel de 2013 à 2016, j'estime que j'ai eu la chance de bosser avec toi parce que autant moi je suis un speed parfois stressé, angoissé et autres, que je peux camoufler. Mais toi, t'es tout l'inverse. C'est pas du compliment gratuit, mais t'es la gestion du stress. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu gères le truc. En fait, comment tu fais? Est-ce que c'est intrinsèque en toi ou est-ce que au fond Alors, le terrain est assez propice déjà. Ouais. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de plutôt introverti, plutôt réfléchi, pas trop impulsif. En tout cas, ça m'a jamais réussi, donc j'ai plutôt tendance à encaisser. Et aujourd'hui, en vieillissant, je me rends compte que c'est un atout, c'est un pouvoir de dingue. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, où effectivement c'est plus facile de faire des bonds, de crier, de s'exciter. Ce qu'on voit souvent d'ailleurs. Finalement, ça sert pas à grand-chose. Et pour moi, ça glisse. Alors, encore une fois, ça me permet. Il doit aussi y avoir un brin de naïveté derrière tout ça. Hein. Ouais, mais c'est pas mal. Mais en tout cas, moi, ça m'évite de me faire mal, de me faire très mal ou trop mal. Et globalement, ça me permet d'analyser à froid les situations qui sont parfois hyper complexes, hyper instantanées. Mais ça me réussit en fait. Ouais, parce que alors, si on resitue un petit peu ton métier à part entière, tu travailles donc dans l'univers de l'événementiel principalement, l'événementiel professionnel, mais enfin B2B, B2C. À ton actif, tu as des événements de Barjo, on y reviendra. Tu as été l'un des hommes clés des JO 2024. Tu nous expliqueras d'ailleurs pas mal de choses autour de ce truc-là, comment tu as géré, enfin comment tu vis l'après, l'avant, le pendant. Enfin, c'est un truc de malade. Parce que moi, j'ai eu la chance d'organiser avec toi la Fan Zone de Lille, 20 000 personnes par jour pendant 21 jours, des fermetures, des alertes attentats, enfin un truc de fou, où à la fin du truc, j'étais au bout de ma vie. Enfin, même pendant d'ailleurs l'événement, j'étais au bout de ma vie. Donc ton métier, en fait, il consiste en quoi? Et Axéo, il y a combien de personnes? Et quand je dis que tu es l'homme clé finalement de l'événement, pourquoi tu es l'homme clé d'un événement? Alors, je sais pas pourquoi je suis l'homme clé d'un événement, mais en tout cas, Axéo aujourd'hui fournit de la prestation intellectuelle, fournit du conseil auprès d'organisateurs d'événements, que ça soit des organisateurs privés ou publics, des institutions. Et l'objectif, donc, c'est de les accompagner pour mener à bien un événement sur les sujets techniques, logistiques, réglementaires, et tout ce qui va permettre finalement de passer de cette idée extraordinaire
à une réalisation sans faille. Ouais. Donc finalement, le champ, notre périmètre d'intervention, il est hyper large. Tu vois, je te disais en un mot technique, mais technique. Si on prend l'exemple de la fan zone que tu connais bien, bah, finalement c'est une petite ville qu'on construit. Hein, c'est des réseaux d'assainissement temporaire, c'est de l'eau potable, c'est de l'énergie, c'est de la vidéosurveillance, c'est du comptage, c'est du Wi-Fi. Enfin voilà, c'est des coffres forts. Ouais. Voilà, c'est tout. Hein, c'est une petite ville. Comment reconstruire un écosystème, une ville pendant une certaine durée pour que les opérations se passent correctement et que le public soit accueilli dans les meilleures conditions. Alors, donc toi, ton entreprise, tu l'as créée en 2007, c'est ce que tu évoquais. J'imagine que tu as fait des études qui t'ont permis d'avoir aussi une forme d'appétence sur l'ingénierie, la technique, qui t'a amené en fait à créer ton tout premier événement pour arriver... je sais pas si c'est le point d'orgue, mais en tout cas, c'est quand même... c'est énorme en fait, en vrai. Les JO 2024, c'est pas rien. Comment t'arrives tranquillement, parce que je pense que c'est pas fait du jour au lendemain, comment t'arrives à ce que tu sois identifié à un moment donné pour que tu puisses participer aux JO 2024 ? J'imagine un jour, on t'a fléché, on t'a dit, c'est lui qu'on a envie d'avoir. Alors oui, l'histoire, elle est effectivement pas si linéaire que ça et pas si anticipée que ça. Mais l'histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire de... Vianney, passionné, je veux faire du son. J'essaye tous les instruments, il n'y en a aucun qui veut de moi. Okay. Donc finalement, je me retrouve derrière une console, à vouloir mixer, en disant je veux être ingénieur du son. Okay. Pour y arriver, il n'y a pas 36 études possibles. Il y a deux cas. Il y a un cas très coûteux que je peux pas me payer. Je viens d'une famille modeste, mes parents peuvent pas me suivre sur les études, donc je suis sélectionné, mais je peux pas me payer. Et les banques me disent médecin ensuite, troubadour, on prend pas. Ouais. Donc autre solution, l'alternance. Ça nourrit un peu ta rage ou pas là ? Tu te dis bande de cons. Ça fait partie des éléments fondateurs en disant en fait ok, pourquoi ça serait pas possible en fait ? Je vais me donner les moyens et c'est pas acquis, mais si on veut, on peut. Et donc alternance. Qui est à l'époque la voie royale effectivement et je suis content de le citer parce qu'aujourd'hui je pense que ça a beaucoup de sens et ça a beaucoup de valeur pour les jeunes aujourd'hui et pour les entreprises. Ouais, carrément. Et donc premier parcours du combattant, finalement trouver l'entreprise par chance et avec beaucoup de courage et un peu de malice. Je trouve l'entreprise qui s'avère être la bonne puisque à l'époque ça s'appelle CSE Live, qui est une entreprise qui est dirigée par Eric Quatcan, qui est l'outsider de l'époque en fait, qui a envie d'avancer, qui se donne les moyens et je suis là au bon moment, au bon endroit. Par la petite porte. Pourquoi tu dis malice ? Pourquoi tu dis malice ? Non, parce que la vraie histoire, en fait, c'est que j'ai un ami qui me dit, t'inquiète pas, j'ai un oncle qui travaille dans l'audiovisuel, je te pistonne, ça va le faire. Et 20 jours avant la rentrée, cet oncle me dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, désolé, bon courage. Donc, je dis ok, donc enfin pour un jeune sans réseau, sans rien, etc. Tu t'imagines ce que ça veut dire. Mes études étaient vraiment suspendues au fait d'avoir cette entreprise et quand même sympathiquement, il me dit voilà la liste de personnes que tu peux aller voir de ma part. Ok. Bon, il s'avère que c'était la liste de tous ses concurrents. Okay. Et moi, donc, naïvement, je prends cette liste et je me retrouve à aller taper en disant bonjour. Je viens de la part de... Et pareil, enfin, des planètes qui s'alignent. C'est-à-dire que j'arrive dans une entreprise que je connaissais absolument pas, avec une secrétaire qui m'accueille et par hasard, ce dirigeant, Eric Quatcan, qui est derrière, en fait. Et qui, au nom de son concurrent, donc quand j'annonce que je viens de la part de son concurrent, qui est surpris, quoi. Qui lève la tête et qui mais c'est qui ce gars en fait. Bon, et après il a fallu insister, trouver, et quand je dis de la malice, c'est que finalement devant l'absence de réponse ou d'engagement, je me suis mis à aller louer du matériel chez eux. OK. Ah ouais. Et une fois, deux fois, puis ils m'ont dit mais on te connaît, qui es-tu? Et je suis celui qui postule et qui veut travailler avec vous, mais en attendant, j'ai besoin du matériel. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Le week-end, je suis avec des potes, je fais des concerts, j'apprends, j'ai envie, etc. Il est malin, ce Vianney. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu de malice, et en fait, il y a pas, enfin, on n'obtient rien sans rien. C'est une stratégie d'approche qui a fonctionné. Elle a fonctionné pour moi. Donc, l'alternance. Et là, alternance,
par la petite porte, c'est-à-dire que j'arrive, je suis dans l'atelier, l'entrepôt, je nettoie des fly, je charge des camions. Tu commences au bas de l'échelle. Mais pendant mon entretien, je dis que j'ai des aptitudes en informatique, que j'adore apprendre. Et je suis au moment où l'Internet n'existe pas dans les entreprises, en fait. Donc là, tu travailles à mort sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, en fait. Ouais. L'état d'esprit, d'y aller, de faire partie de la team, d'apprendre. Okay. Et finalement, deux choses. Ce côté un peu geek, à un moment où une entreprise, où j'ai dû convaincre l'entreprise de s'équiper en Internet en disant mais ça sert à quoi, on a des fax, tout va bien en fait. C'est comme l'IA aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais pourquoi? Donc ça, et d'un autre côté, j'ai la plus grande salle de jeu du monde. En fait, je suis un passionné, j'adore apprendre et finalement c'est ce que j'ai appris après. En fait, c'est vraiment un de mes moteurs. Et en fait, j'ai tous les meilleurs jouets de la Terre dans un entrepôt. Une équipe bienveillante autour et donc un patron qui me dit mais si tu veux rester le soir et t'entraîner et apprendre, vas-y. Et donc finalement je me mets à empiler des consoles, à apprendre, à comprendre, à discuter avec des gens. Je suis aussi à une époque où il y a un vrai virage technologique dans ces métiers-là où on passe de l'analogique au numérique. Donc moi j'arrive côté geek face à des anciens qui ont l'expérience, le savoir mais et limite qui n'ont pas l'appétence qui fuient et qui n'ont pas l'appétence, t'as raison de cette technologie. Donc voilà, un terrain un peu propice. Je me rends vite compte que le son c'est super, mais qu'en fait j'ai envie d'apprendre la lumière, j'ai envie d'apprendre l'électricité, j'ai envie d'apprendre la structure. Et voilà, tout ce truc là, je vais dire j'ai besoin d'agrandir le terrain de jeu. Et cette aventure, elle dure 7-8 ans, encore une fois, où finalement j'ai appris toutes les technos. J'ai appris comment fonctionne une entreprise, puisqu'effectivement ils m'ont vite fait confiance et j'ai eu l'occasion de monter le bureau d'études, de participer au montage de la BU formation, de faire du recrutement pour eux. Je faisais le support informatique, donc je connaissais les métiers de la PME. Donc là, tu avais pris une empreinte importante en fait au sein de la société avec un moment de bascule où on passait de l'analogique au numérique, tout en ayant une vision entrepreneuriale, BU. Recrutement, RH, tu commençais un peu à tisser ta toile. C'est ça. Ouais. Et encore une fois, sans aucun calcul. C'est-à-dire que d'abord, j'étais passionné, j'avais envie et j'avançais. Après, encore une fois, le terrain de jeu devenait certainement un peu trop petit. Je voulais pas m'enfermer dans ce métier de la prestation. Ouais. Et donc, on a mis fin à cette collaboration et de manière très propre. Et quand je suis allé voir Eric Watkan à l'époque en lui disant j'ai besoin de partir, c'était pas du tout une bonne nouvelle pour lui. Encore une fois, j'avais apporté beaucoup, mais il m'avait apporté aussi énormément. Mais n'empêche qu'il m'a soutenu dans mon projet de création et effectivement en lui disant moi je veux créer une entreprise et il aurait pas pu créer avec toi tu voulais vraiment prendre tes propres ailes. Il fallait que je passe à autre chose, que je vole de mes propres ailes. Là c'était une entreprise familiale en plus. C'est toujours dur ça quand même parce qu'aujourd'hui tu connais, j'imagine ça, des collaborateurs ou des collaboratrices qui partent et tu te dis merde. ça c'est fait partie dur. Du truc et le jeu en vaut la chandelle. Encore une fois, il faut que dans ces échanges-là, il faut que ça soit symétrique. C'est-à-dire qu'il faut apporter autant qu'on nous apporte. Bien sûr. Et comme ça, à la fin, personne ne doit rien à l'autre, en fait. Et voilà, je pense que c'est important, cette notion d'équilibre entre les deux, quoi. Donc ça, tu crées ta boîte. Donc je crée ma boîte. Accès au ingénierie, du coup. C'est ça. C'est la première boîte que je crée. Très motivé au début, tout à créer. Tout feu, tout flamme, un logo, un truc. Solo. Solo. Ouais. 100%, 99,1. Je vais voir mon père qui est pas du tout dans l'histoire ni dans le business en lui disant tiens, signe le papier, je veux monter une SARL, il me faut un associé à 1%. Voilà, il pose pas de questions, il me suit, il me fait confiance. Voilà, donc rapidement, je fais le tour des premiers clients avec qui j'étais en contact. Et pareil, j'ai la chance de rencontrer ces clients et qui me disent OK, on te fait confiance. Donc donc entre 2007, le moment où j'ai créé, et 2016, je construis comme ça à la fois mon réseau local,
j'avance, je complète tout ce que je ne connais pas. C'est-à-dire que autant j'avais des réelles connaissances techniques, autant la partie réglementaire, gestion de foule, etc. J'avais tout à apprendre. En fait. Je ne connaissais même pas tout ça. Mais en même temps, là, quand je t'entends, tu sors d'une entreprise qui, globalement, avait intégré une compétence comme la tienne. Cette compétence, elle sort pour se mettre indépendant, en tout cas, se mettre à disposition de l'ensemble, finalement, des agences ou des entreprises. Est-ce que t'es pas considéré quelque part comme un concurrent, à l'interne? Non, parce que justement, j'avais les idées très claires là-dessus. Et à l'époque, j'avais l'impression d'avoir inventé un métier. D'accord. En fait, c'était ça le point de départ. C'était de dire, OK, un organisateur qui appelle un prestataire technique en lui donnant un brief d'une ligne qui dit sonorise-moi et éclaire-moi un zénith. Ok, ça veut rien dire. Donc le prestataire, aussi bienveillant soit-il, il a un parc de matériel, il a des technos qu'il maîtrise, il a un business à faire tourner, donc il répond avec 10 boîtes bleues, 10 boîtes rouges et un petit peu plus comme ça. Ok. Dans les politiques d'achat, l'agence se dit moi je dois consulter un deuxième. Ouais. Avec un cahier des charges comme ça, autant te dire qu'en fait il y a deux copies très différentes, des prix très différents, qui a tort, qui a raison. Voilà. Alors, en tout cas, c'est dans ce truc-là que je voulais aller me nicher en disant il faut un conseil tierce qui opère, qui n'est pas d'intérêt économique, qui n'est pas d'intérêt technologique. Pour que on rende le service nécessaire auprès de l'organisation. C'est-à-dire que l'idée, si l'agence a une idée, faut pouvoir la servir. Faut pas la détourner sous prétexte que sur l'étagère, il y a le matériel qui va bien. Voilà. Donc c'était vraiment ça en disant il faut comme ça un conseil. Et encore une fois, il faut que tout ça soit très transparent. Donc je ne vendais pas du matériel que j'allais louer ailleurs, parce qu'à l'époque c'était aussi des pratiques de gens qui sortaient en disant OK, j'ai un peu d'expertise, j'ai du réseau, filez-moi un peu d'argent, je vous règle cette prestation. Non, c'était pas ça. Moi j'apportais du conseil et il fallait que j'aille un peu évangéliser sur OK, ce conseil il a de la valeur. Qu'est-ce que je peux apporter? Déjà, il fallait que je vérifie. Après les années, je me suis rendu compte que ce métier, il existait déjà depuis longtemps à Paris. Ça s'appelait la direction technique. Et voilà, pas grave. Mais finalement, pas sur l'île, quoi. Pas sur l'île. Donc voilà, on apportait ce service. Et ça répondait à un besoin, parce que finalement, ça a aidé les agences à peut-être parfois mieux qualifier leurs besoins, à sécuriser aussi tout ça, à fiabiliser leurs événements. Et puis peut-être à éviter à ce que des concurrents parisiennes viennent sur le terrain. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal, quoi. Sachant que l'avantage qu'on avait comme ça en travaillant en indépendant, on engrangeait un nombre d'événements importants. C'est-à-dire que tous les ans, on faisait 50, 70 événements, et donc finalement, on avançait beaucoup plus vite que nos clients. Ce qui permettait aussi à nos clients en nous associant sur leurs projets, de les aider à gravir des marches aussi. Et pendant longtemps, et ça fait pareil, ça fait partie du job aussi. Parfois, on arrive chez des clients à qui on apprend comment ça fonctionne dans nos métiers, en tout cas, avec toute la modestie qui s'impose, et d'ailleurs, qui savent le faire eux-mêmes. C'est pas grave, en fait. On a été payé pour ça. Si on peut transmettre, si ça peut servir à quelque chose, et donc surtout, si on n'a plus de valeur, c'est qu'on doit plus être là. Tu vois, on s'enferme pas dans un système. Voilà. Donc c'est ça qu'à l'époque qui me pousse à démarrer, à inventer Axéo Ingénierie, et puis au fur et à mesure à perfectionner. Et donc entre 2007 et 2016, c'est vraiment ça. C'est cette phase de on apprend, on comprend avec les appétences qu'on a sur les grands rassemblements, les concerts, mais la gestion de foule, plein de sujets très très différents. Vianney, tu dis 2007 à 2016 t'apprends, donc on peut dire finalement que tu peux m'avouer maintenant que 2016, quand on organise la fan zone de Lille, 20 000 personnes tous les jours pendant 21 jours avec des notions de sécurité de folie, c'est le point de bascule? C'est le point de bascule effectivement pour moi, c'est-à-dire que c'est l'occasion de montrer l'ensemble des éléments que j'ai appris, que j'ai compris, et en fait de leur donner forme, parce qu'en fait des situations comme une fan zone, c'est pas tous les jours. On a rarement autant le temps de bien faire les choses. On a rarement autant d'obligations aussi. C'est clair. À l'époque, la réglementation, elle est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, etc. Et tu le sais aussi bien que moi, on est quelques jours, quelques semaines, quelques mois après les périodes des attentats, qui sont aussi un vrai point de bascule dans nos métiers.
Donc oui, effectivement, c'est fondateur. C'est que voilà, c'est à ce moment-là où on pouvait enfin montrer ce qu'on savait faire, l'étendue globale de ce qu'on savait faire. Donc management de grosses équipes, construction de sites, accueil de l'inspection du travail, accueil du préfet qui me dit Monsieur Stock, on est là pour l'ouvrir, et puis d'avoir, je vois ton visage derrière le préfet avec tout le monde qui me regarde. C'était incroyable. Voilà, donc ça c'est 2016. 2017, on parle des éléments fondateurs, des événements fondateurs. C'est Journée olympique Paris. Okay. Paris à l'époque est encore en compétition contre Los Angeles. Ouais. Et à l'occasion des Journées olympiques, c'est la dernière occasion pour eux de montrer à quel point Paris la France veut avoir les Jeux, etc. Donc, il y a des décisions politiques fortes de s'associer à des hyper communicants et je me retrouve dans ce truc-là. Mais comment ? Je pense que je suis le 30e de la liste. Okay. C'est-à-dire qu'on t'a identifié, mais t'es le 30e, quoi. C'est finalement, on récolte des graines qui ont été semées pendant des mois et des années avant. À l'époque, j'ai quelqu'un de mon équipe qui me dit... Vianney, ce que tu fais, c'est très bien. Les gens méritent de travailler avec toi. Il faut qu'on aille le dire plus loin. C'est clair. Et donc, il prend son bâton. Je lui dis, ok, bah vas-y. Il prend son bâton de pèlerin et on essuie tous les bureaux de Paris, comme ça, de manière spontanée, voire imposée parfois s'il avait un culot fou. Et donc, c'était quoi, une fonction commerciale que tu avais ? C'était un directeur artistique, mais qui avait la velléité d'effectivement avoir cette fonction. Je le connais, non ? Oui, tu le connais. Très bien. Et pour ça, il est brillant, et je lui dois ça. C'est-à-dire que Mathieu, quand il avait une idée, il arrivait au bout. Et donc, on s'est retrouvés dans les bureaux de tous les dirigeants des agences parisiennes, sans souvent avoir été invité ou avoir été autorisé. Et c'était toujours un peu le même modèle, c'est-à-dire que lui me dit on organisait une demi-journée ou une journée par mois à Paris, et c'est lui qui organisait tout. Et je montais dans la voiture le matin, on y allait, on se levait à 5h du mat et on allait taper aux portes. C'est énorme, je savais pas. Et souvent, c'est en arrivant devant la secrétaire qui nous disait mais messieurs, vous n'avez pas rendez-vous. Je me rendais compte qu'il m'avait arnaqué. Mais ça faisait partie du truc, c'est-à-dire qu'il disait attendez madame, j'ai emmené mon patron qui est là, on s'est levé à 4h du mat, on est sympa, regardez, on est des ch'tis, est-ce que on peut pas juste prendre un café ? Ah bah si, prenez un café ou prenons un café. Et donc il y a plein de situations comme ça qu'il a réussi à transformer. Et donc avec son culot fou et son talent, que tu connais. Et en tout cas, voilà, ça a permis d'aller semer plein de petites graines comme ça à Paris, en disant, mais écoutez, les mecs sont culottés, voilà, on est modeste, on est lillois, on travaille, regardez ce qu'on sait faire. Si un jour vous avez besoin de nous, sachez que vous pouvez nous trouver. Et voilà. Une de ces graines-là, finalement, se transforme en coup de fil. Ah, mais c'est énorme. D'un mec qui m'appelle, qui me dit j'ai un projet, ça te ressemble. Si j'ai bien compris qui t'étais, ce que tu faisais, est-ce que tu acceptes de venir regarder ce que c'est ? Sans savoir ce que c'est. Sans savoir ce que c'est. Donc je lui dis ok, je serai là demain. Ça fait aussi partie du truc, tu vois. Il y a de la chance, mais il faut aussi provoquer et puis savoir la saisir. Voilà, là, en termes de provocation, en termes de saisie de chance, il y a pas, c'est dingue. Enfin, c'est complètement dingue. Mais comment, attends, parce que ça c'est énorme, mais toi, le Vianney que tu t'as évoqué comme introverti, je crois que tu l'as dit au début, comment tu vis cette situation hyper stressante d'un gars que je connais bien, qui effectivement est capable de tout, et toi tu dis, voilà, gênance totale, ou comment tu vis le truc? J'ai vécu 10 000 situations, en passant de la gênance totale à l'exaltation parfois, parce qu'en fait, finalement, je me rendais compte que ça marche, sa méthode pouvait fonctionner, et on s'est retrouvés. Alors, j'étais pas du tout toujours d'accord avec lui, mais force est de constater que le résultat était là. Et donc, ça m'a aussi appris ça. Ça m'a appris que il peut y avoir plusieurs manières d'arriver à un objectif, et qu'il fallait faire confiance. Et au pire, on n'avait pas grand-chose à perdre, tu vois. Donc, et ça a fait vraiment beaucoup de belles choses. Alors, pardon, je t'ai coupé. Le gars le gars m'appelle. Il s'appelle Arnaud et je travaille encore aujourd'hui avec lui. Il fait partie de toute l'histoire, ce fameux Arnaud. Il me dit j'ai un projet qui te ressemble, c'est de l'outdoor, c'est gros, ça peut t'intéresser, est-ce que tu veux bien venir regarder? Donc je débarque à Paris le lendemain,
Finalement, je me rends compte qu'ils ont pris ça pour un oui et pas peut-être. Hein, donc, je me trouve catapulté dans un bureau. Ah ouais. On me montre un dossier de 400 pages. Tiens, c'est pour toi. Et on me dit, bon, bah, t'as 10 minutes pour le lire, parce qu'on a rendez-vous à l'hôtel de ville de Paris dans 1 heure. On monte dans le taxi. Et là, t'es le plan B ou t'es le plan A? Alors, encore une fois, je pense sincèrement que je suis le 30e, en fait. Tu vois, ils ont appelé tous les gens sérieux de la place de Paris, dont je ne fais pas partie, pas parce que je suis pas sérieuse, juste parce que je suis déjà pas parisien, je suis pas identifié, je suis jeune, donc à l'époque j'ai, je vais pas dire de bêtises, bon, je suis pas très vieux, et finalement je me retrouve catapulté là-dedans. Et cet événement-là, c'était la fameuse piste d'athlétisme qui flottait sur la Seine. Ouais, okay. Donc c'est hyper symbolique cet événement, puisque la piste d'athlétisme, donc auquel je fais référence, c'est un défi technique d'une part, mais finalement c'est l'histoire de la cérémonie, hein. Et c'est une toute petite partie de cet événement, puisqu'il y en avait partout dans Paris. Donc voilà, en tout cas, je dis oui à cet événement. Je rentre à Lille, je dis à mon équipe, bon, je viens d'accepter un projet majeur. Je pense que je vais passer 3 jours par semaine à Paris et 2 jours, je les passerai avec vous. C'est ce que je leur ai dit. Dans les faits, je suis parti, je suis jamais revenu. T'es jamais revenu. Parce qu'en fait, ce projet, il était énormissime. J'avais tout à apprendre, tout à comprendre. Je connaissais pas l'écosystème. Je n'avais pas d'expérience sur des projets d'ampleur et complexes comme cela. J'ai perdu 25 kilos, je pense, en 3 mois. Alors pourquoi toi? Parce que moi, j'ai dit oui. Non mais ok, mais t'as dit oui. Mais pourquoi toi? T'as demandé au fait pourquoi moi, les gars? Alors non, mais enfin, il y a beaucoup de skills, mais il y a le côté yes man, tu vois. D'abord, on dit oui, et quand vraiment on peut plus, on dit non. Mais d'abord, on dit oui. D'abord, on rend les choses possibles. Et c'est ça, je sais, qui a plu dans mon profil de, ok, on est là pour servir un événement. Si c'est ça que mérite ou nécessite l'événement, donnons-nous les moyens. On va pas juste par fainéantise, par précaution, etc., dire non. On dira non quand vraiment on sera au bout. Ouais, mais ça, d'accord. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est les mecs, ils te reçoivent dans leur bureau, ils te disent, tiens, 400 pages, t'as 10 minutes, on y va juste après. Pourquoi toi? Tu comprends? Oui, alors, enfin non, mais encore une fois, on parlait de la fan zone, pourquoi moi? Bah parce que je peux dire qu'il y a 1 an, j'ai fait un événement majeur. Certes, à Lille, c'est pas Paris, mais c'est 20 000 personnes par jour, c'est trafic global 400 000 personnes. Donc oui, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a géré ça? A priori, oui. Okay. Tu vois. Donc ça fait partie des choses qui rassurent. Et avec cette agence-là, dans les faits, j'avais eu quelques petites expériences avant où ils avaient pu valider aussi plus le savoir-être. Compétences, savoir-être, voilà. Tout ça. Et se dire, bon, ok, on peut aussi. Et puis après, encore une fois, dans ces métiers-là, ça va hyper vite. Et puis il y a des prises de risque de, ok, bon, bah, on tente, on verra bien. Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, si ça marche pas, ça change facilement aussi. Hein, ce genre de ressources, il faut être hyper à l'aise aussi avec ça. C'est-à-dire que si j'avais pas fait l'affaire, au bout d'1 mois, il m'aurait dit merci. Ça se change facilement jusqu'à un moment donné où tu peux plus changer les choses. Oui, bien sûr, mais là, on parle de gens hyper expérimentés qui ont des gros réseaux et s'ils veulent se donner les moyens, il faut y aller. Après, c'est des histoires d'hommes. Ok. Mais ils ont vu que j'étais hyper motivé, que j'étais proactif, que je savais de quoi je parlais. Donc après, il y avait pas de raison. Okay. Mais voilà. Donc ça, élément fondateur plutôt parisien du coup, pour le coup. Et qui s'est bien passé. Donc là, c'est sur la Seine. C'est en fait une grande scène flottante, c'est ça? C'est une piste d'athlétisme flottante. Ok, ouais. Et qui annonce quoi? Qui a vocation à faire, c'est l'image qui doit faire le tour du monde. C'est vraiment le brief. En disant, voilà. Et c'est justement, donc, à la tête de ça, c'est Thierry Reboul, hein. Thierry Reboul, cite-nous donc Thierry Reboul, à l'époque, qui est le patron du Bibénet. Okay. L'agence pour laquelle je travaille, et qui après se retrouve au comité olympique et devient le patron des cérémonies, de la marque, etc. Ça peut aider, quoi. J'imagine. C'est complètement lié. C'est pas ça peut aider, c'est complètement lié. Mais voilà, c'est les belles rencontres. C'est avoir aussi répondu aux besoins, puisque finalement, ok, je fais cet événement, ça se passe bien. Je perds beaucoup de points de vue parce que là pour le coup j'étais pas staffé, enfin j'avais pas ce recul nécessaire, mais comme je suis quelqu'un qui assume, en fait j'ai tout assumé, donc
Pendant les phases de montage, je prenais 300, 400 coups de fil par jour. Je courais partout, le site faisait plusieurs kilomètres, etc. Mais voilà, ça m'a appris beaucoup en disant tiens, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour la prochaine fois. Et sorti de cet événement, cette équipe-là me dit bon bah en fait on a bien aimé, on continue. Donc tout doucement, je commence à poser mes valises un peu plus à Paris et ça s'enchaîne quelques semaines après avec un défilé sur les Champs-Élysées. Donc pareil, le truc presque inespéré. Toujours dans le cadre des JO là. Là, on n'est plus dans le cadre des JO. Donc là, c'était les jours. Avant, c'était les Journées Olympiques et ça servait de prétexte pour la candidature. Ouais. Voilà, c'est fait. Et derrière, Ubi Bene, entre autres, me dit bon, on continue. Donc il te garde chaud en fait. Ouais, on a bien aimé la collaboration. Est-ce que tu as envie de continuer? Et c'était aussi l'occasion pour moi de montrer que je savais pas faire que ça. Et pour eux de confirmer en disant ok, bon, ça s'est bien passé. Est-ce que c'est de la chance ou pas? Alors, je dis souvent, on reviendra après sur les JO, enfin sur la continuité. Je dis souvent que l'événementiel, pour certains, c'est beaucoup les paillettes. Ah, c'est génial. Derrière, en fait, c'est tout autre chose. Ce que tu nous dis là, en gros, c'est que tu gérerais quand même. C'est pour ça que je t'appelais l'homme de l'ombre, parce qu'en fait, tu t'es vraiment dans l'organisation et on te voit pas forcément. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes, justement, qui veulent faire l'événementiel, j'en ai connu aussi, je vais faire l'événementiel, puis quand ils sont dedans, c'est le stress total, c'est l'enfer total. Ça serait quoi les bons repères ou les bons kills? Bah, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une émotion, pour une image, pour 10 minutes de défilé, parfois, il peut y avoir 1 an de travail, 6 mois, 2 mois, enfin voilà, c'est ces métriques-là. Donc, n'empêche que ça n'a pas de prix. Faire un travail qui peut briller autant, moi ça me plaît. Pas d'être exposé, la preuve c'est je supporte pas ça, mais de voir. Mais par contre de voir et d'avoir ce résultat, enfin tu vois, tu parlais de la fan zone, quand à un moment tu lèves la tête et aussi fatigué sois-tu et que tu vois 20 000 personnes en train de vibrer, voilà, t'as les poils. Moi je l'ai vécu parce que sur la scène, je me mettais et pendant les matchs, je voyais tous les gens qui avaient la tête en haut en regardant l'écran et je voyais les 20 000 personnes, je me disais ouais, ça a de la gueule, c'est pas mal. Ça fait partie de ces petits moments. Ouais. Mais pour ça, effectivement, ce que je dis toujours aux jeunes que je crois, c'est du travail, c'est énormément de travail. Donc, souvent, les gens qui viennent taper à la porte d'Axéo, je leur dis, OK, ça, ce sont les belles images qu'on fait. Par contre, je vais vous montrer quel est notre quotidien. Ouais. Et notre quotidien, c'est de lire des textes réglementaires, c'est de faire du dessin technique, c'est d'étudier des choses physiques, climatologiques. Enfin, voilà, il y a plein de sujets très différents qu'on travaille, qu'on bûche. Et comme en plus la tendance nous amène à travailler sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, et c'est ça qui est marrant. Moi, j'adore qu'on m'appelle pour travailler sur des sujets que je ne connais pas. Ouais. Je découvre, j'apprends, mais bon, pour apprendre, il faut bosser. Et finalement, à la fin, en fait, ça paye. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, sois humble et travaille, et tu y arriveras en fait, parce qu'il y a de la place, il y a des opportunités pour les hommes, pour les femmes. Ça peut être un super tremplin. Et donc, c'est ce que tu as fait pendant cette fameuse année-là, où tu as bossé en 2016 et en 2017 pour l'agence. Et les choses se sont bien passées, tu as travaillé comme un fou. Et donc, la suite, c'est l'organisation des JO 2024. C'est ça. Et là, comment tu te situes quand je te dis l'homme clé évidemment, il y en a eu plein des hommes clés, j'imagine. Mais comment toi, au cœur de tout ça, qu'est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais pour être l'homme clé justement de ces JO 2024? Alors, je ne fais rien, je ne calcule rien pour être l'homme clé. Et d'ailleurs, je le suis pas. Enfin, tu vois, l'histoire des Jeux. C'est d'abord Thierry Reboul qui rentre au comité olympique, qui est pris pour justement cette folie, cette personne qui sait casser les lignes, mais qui s'est livré. Ouais. Parce que finalement, j'ai envie de dire, c'est facile d'avoir des idées. Faut les mettre en place. Faut les mettre en place, faut les livrer, faut les manager. Et il a vraiment ce talent-là. Et c'est encore plus facile à dire une fois qu'on a vu cette belle cérémonie. Mais à l'époque, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui y croient. Donc Thierry a besoin d'un groupe très rétréci d'experts pour réfléchir et valider ses idées.
là, on parle de choses hautement confidentielles. C'est-à-dire que la cérémonie, avant qu'elle sorte d'un stade, il fallait beaucoup de garanties. C'est lui l'idée de faire une cérémonie en dehors d'un stade ? Ah oui, c'est clairement lui. Ouais. Oui, c'est clairement lui. Et en fait, encore une fois, l'idée, finalement, c'est pas compliqué, l'idée. Par contre, la rendre réalisable, c'est la gestion de la pluie. Parce que finalement, à l'époque, donc on était 4, je pense, au courant de cette idée et à travailler sur les différentes hypothèses. Moi, cette cérémonie, je l'ai dessinée aux 4 coins de Paris. Hein. Elle a fini sur la scène, mais elle n'a pas toujours été sur la scène. Elle a été à plein d'endroits différents. En fait, beaucoup d'hypothèses, les plus, les moins, etc. Tu peux les dire ou pas aujourd'hui ? Non, c'est pas le but. Mais par contre, en parallèle, discussion avec le plus haut niveau de l'État, qui demande à ses services, qu'en pensez-vous ? Et tous les services de l'État disent c'est une très mauvaise idée. Oui, j'imagine. Et évidemment, tu demandes à des gens comment on sécurise un lieu aussi complexe, etc. Donc bref, tout le monde dit non. Et c'est là qu'il y a la magie de ces personnes comme Thierry Reboul qui restent debout, droit et qui avancent et qui se donnent les moyens d'avancer, qui font le bon lobby, mais qui font pas n'importe quoi, tu vois, qui avancent avec les arguments, avec les bonnes personnes, les garanties, et puis après qui savent aller titiller le truc. Et voilà, moi j'ai été présent lors d'échanges un peu impromptus entre Emmanuel Macron et Thierry Reboul, et où tu vois que finalement en 18 secondes, une parole, un regard, et ils disent OK, on y va. Cet événement-là, c'était en haut de la Tour Eiffel. C'était un tournage qu'on faisait dans le cadre de la cérémonie de Tokyo. Et en tout cas, voilà, tu te dis OK. Et le lendemain, finalement, tu voyais Macron sur tous les plateaux de télé qui disait OK, on a décidé de faire la cérémonie en ville, maintenant on va y aller. Ouais. Donc là, il saisit l'occasion parce que j'imagine que c'est limite un check. C'est même pas un truc signé. Ah oui, c'est sûr. Bon, on y va. Tu prends ça pour argent comptant et tu l'annonces sur les médias et on y va, quoi. C'est ça. Et là, t'as tout le monde qui dit mais c'est n'importe quoi, c'est complètement fou, patati, patata. Tu vois, il y a eu beaucoup de gens sortis dans les médias, tous plus experts les uns que les autres, etc., et qui disaient mais il faut pas y aller, c'est suicidaire. Alors c'est toujours pas. On me rappelle les souvenirs aussi. Dans ces cas-là, à la fin, ils trouvent toujours aussi une pirouette pour dire finalement, non, ça a été... on le savait, on avait confiance. Mais voilà, en tout cas, au début, donc consultant pour le comité olympique, et je fais ces différentes études pour voir à quoi ressemblerait cette cérémonie, sachant que ça, c'était quelques jours par mois. Hein, c'était pas du tout mon quotidien, et là, je te parle de... 2019, ouais. À peu près. Donc, je continue à travailler à côté, voir d'autres événements à Paris et ailleurs. La vie continue, et donc finalement, c'est pour ça que je te dis, c'était pas une fin en soi. C'est-à-dire que je me suis pas réveillé un matin de 2018 en disant objectif les Jeux Olympiques. T'aurais pu. J'aurais pu, mais j'ai jamais fonctionné comme ça. Peut-être que c'est une manière aussi de pas me décevoir ou pas me faire mal. Mais c'est de me dire bon, ok, c'est quoi la marche d'après, etc. Et donc finalement, ça permet d'avancer tranquillement, et pas non plus de se mettre de pression inutile. Donc la force tranquille. Donc la force tranquille, c'est ça. S'il fallait me caractériser, c'est ça. Et donc ça évolue jusqu'au moment où le comité olympique décide d'imposer, au-delà d'une cérémonie extraordinaire, ils imposent un modèle de production extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils décident de garder la partie créative en interne et de déléguer la production exécutive. Donc, il lance un appel d'offres. À l'époque, avant ça, on me propose de rentrer au comité olympique pour gérer les 4 cérémonies, ce que je refuse. Pourquoi ? En disant c'est pas mon poste, je vais pas m'éclater. C'est courageux quand même. Oui, parce que là pour le coup l'opportunité était belle, mais l'institution, l'éloignement du métier, de mon métier, me mettait pas à l'aise. Et encore une fois, on revient au truc de je préfère assumer moi-même mes conneries que les faire assumer aux autres. Bien sûr. Oui. Et donc je refuse poliment, gentiment, en disant mais moi c'est pas ça que je veux faire, je veux être côté production. Donc si vous externez la production, je suis là. Charge à moi.
de me retrouver dans les bons consortiums parce que finalement, ça passe en marché public. Bien sûr. Il y a différents candidats qui pointent le bout de leur nez. Certains, je les connais, d'autres, je ne les connais pas. Et donc, je repars à zéro, en fait. Je reprends mon petit bâton de pèlerin en allant taper à la porte des différents consortiums que je connais, en disant bonjour. Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai déjà fait. Je peux pas vous dire, à l'époque, eux ne savent pas du tout le concept de la cérémonie. Ouais. C'est-à-dire que les consortiums qui gagnent, qui concourent, ne connaissent pas. Alors, ils savent. Ah oui, t'as un avantage. Alors, non, mais j'ai un avantage, mais ils sont pas sélectionnés là-dessus. Ils sont sélectionnés sur leur capacité financière, sur leur capacité à réunir les bonnes équipes, et sur leur expérience. Ok. Et finalement, à la fin, par devoir d'équité, je me retrouve dans les 3 consortiums. Ok, bon. Okay. Donc ça, c'est confort. C'est confort, mais encore une fois, je repars presque de zéro parce que je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Limite, ils se méfient parce qu'ils se disent, mais c'est qui ce mec qui vient, qui a presté au comité olympique, qui finalement se retrouve dans les 3 parce qu'on devait une équité en ayant... je dis on parce qu'on était 2-3 dans ce cas-là, mais en ayant été consultant pour le comité olympique, il fallait que si on était appelé par un des candidats, il fallait pouvoir dire oui à tous les autres. Tu vois, on ne pouvait pas dire non, toi oui, toi non, etc. Ouais. Bon, ça m'arrangeait bien. Tu m'étonnes. Et voilà, et je me retrouve dans les 3 consortiums et un des consortiums a gagné. Aujourd'hui, enfin, je suis hyper content que ce soit ce consortium-là qui a gagné parce que ils se sont appelés l'équipe de France d'événementiel. Okay. Donc, ça s'appelle Paname 24. Et cette histoire, elle est magique. C'est l'histoire de 5 concurrents, qui disent. 5 concurrents. Qui disent, en fait, si on veut cette cérémonie. Il faut s'unir. Il faut s'unir puisque sinon, elle partira auprès de gros players internationaux, qui ont d'énormes expériences olympiques et de cérémonies. En France, on est français, on connaît notre réglementation, on sait faire, mais finalement, on peut pas dire qu'on l'a déjà fait. Donc, ça, c'est l'idée, entre autres, de Thomas Deloubrière, le patron de Double 2, une agence parisienne de taille moyenne, qui va chercher des plus gros confrères, concurrents, les Havas, Auditoire, Ubi Bene, Obo, enfin voilà, beaucoup d'autres agences qui doit convaincre. Donc ça, cette histoire, elle est dingue, parce que moi, elle me la raconte en parallèle en disant, tiens, je suis en train de monter ça, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je vais convaincre. En tout cas, le jour où je monte cette équipe de France, je veux que tu en fasses partie. Ok. Donc voilà, il y a aussi cette histoire d'hommes et d'histoire, ouais. Et voilà, par chance, c'est eux qui gagnent. Je fais partie de ce consortium, mais comme dans les autres. Et l'histoire commence à se convertir en mode beaucoup plus opérationnel. C'est-à-dire que là, on est en septembre 2022 et on sait en tout cas, moi, je sais que je vais passer à temps plein sur un projet. Pour la première fois de ma vie, mono-projet, mono-client, pendant 2 ans. C'est des métriques que je ne connais absolument pas. C'est un projet que je connais pas, qui sur le papier, enfin, c'est délirant. Il faut pas y aller sur le papier. Ouais, c'est ça. Tu dis oh là là. Et quand tu commences à passer des coups de fil pour réunir des équipes, finalement, les avis sont très tranchés entre ceux qui disent jamais de la vie je n'irai travailler pour ce type d'organisation ou ce type d'événement, c'est de la folie, ou d'autres qui disent mais moi j'ai vraiment envie. Ouais, faut être barré un peu. Oui, il faut être barré, il faut avoir envie. Ouais. Et finalement, ça a fait des belles choses puisque ceux qui avaient envie étaient là. Faut avoir un socle familial costaud quand même, parce que j'imagine que ta femme, tes enfants, tout ça, enfin, t'as pas dû les voir très longtemps, enfin trop souvent du moins. Comment tu gères ça au quotidien en fait? Alors, ils font partie du projet. C'est-à-dire que si mon épouse Sandra n'est pas à mes côtés depuis le début, je fais rien. Et je parle des JO, mais je parle de tout le reste. C'est-à-dire que ces métiers-là, que j'aime bien appeler les métiers de troubadour, sont hyper contraignants, hyper instables. Quand je dis instable, c'est finalement, je passe mon temps à être défaillant pour la famille. Ils pensaient que j'allais être là jeudi. Finalement, j'ai un coup de fil, je monte dans un avion et je reviens dans 10 jours. Voilà, donc en tout cas, socle hyper important pour moi. Tu disais que j'étais quelqu'un de calme, mais ça participe aussi à ça. C'est-à-dire que effectivement, si t'es stable, si t'es solide sur tes appuis, si tu sais que tu peux t'appuyer comme ça sur un socle solide, et si t'as pas l'appui des tiens, c'est mort. Moi en tout cas, j'étais pas assez fort pour y arriver sans eux. Et donc voilà, ça faisait partie du projet. Encore une fois,
comme moi, finalement, ils ont appris et on est rentré tout doucement ensemble dans l'histoire, jusqu'au moment où, pendant longtemps, j'ai fait l'aller-retour tous les jours à Paris, donc beaucoup d'efforts aussi physiques, personnels, etc. Jusqu'au moment où je prends la décision de finalement partir à Paris et de ne revenir à la maison que le week-end. Alors que le week-end, et dans les faits, le Covid nous a bien aidés sur le travail à distance, etc. Donc finalement, pendant très longtemps, j'ai travaillé à distance. Du mardi, j'étais à Paris du mardi au jeudi soir, mardi matin, jeudi soir. Donc finalement, j'avais cette vie professionnelle hyper intense quand j'étais sur place. Et je profitais pleinement de ma famille quand j'étais là, sachant que pour la première fois de ma vie, j'avais cette stabilité. C'est-à-dire que, tu vois, les métiers de troubadour dont je te parlais, là, j'étais dans un cadre très différent. Et l'enjeu était très différent. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'était pas d'être bon et de délivrer vite. L'objectif, c'était de tenir sur la distance. Et ça a été hyper important, puisque pareil, modèle que je ne connaissais pas. Je me suis dit, bon, comment faire pour y arriver? Et donc, la santé, la fatigue faisait partie des éléments à gérer, le stress, etc. Et donc c'est aussi pour ça, par exemple, qu'au niveau familial, j'ai décidé de dormir à Paris. Et il fallait que j'ai toute ma tête pour travailler et que au retour, par contre, le week-end, je ne travaillais pas. J'étais 100% avec eux. Donc finalement, ma vie a été plutôt stable pendant cette période qui paraît pourtant qui était très complexe. Mais au niveau familial, elle était stable. Alors du coup, le Covid passe par là. Tu nous expliques effectivement qu'il y a une partie où tu peux stabiliser finalement ton métier. Ça devait être une période où, en plus de ça, pas simple. Tu dois continuer à penser, à imaginer, à créer, à produire. On arrive proche de l'événement, donc les choses se mettent en place. Donc il y a un travail de l'ombre qui s'effectue. On pourrait rentrer dans le détail, mais enfin, on en a pour 3 heures, je pense. Au moins. Néanmoins, le jour J, là, le jour où on appuie sur le bouton, il pleut. C'est un peu problématique, j'imagine. T'es où à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu commandes? T'as combien de personnes sous ta responsabilité? Enfin, c'est quoi ton rôle à ce moment-là, précisément? Alors, ce jour-là, donc on a fait une avance très très rapide. Ce jour-là, je suis au CESE, donc Centre économique et social et environnemental. C'est un bâtiment à Paris qu'on a investi. Il nous fallait un centre de commandement. C'était pas le sujet prioritaire au début quand on a créé la cérémonie. Donc finalement, c'était un peu la guerre des mètres carrés à Paris, trouver un lieu. Et là, il nous fallait construire un espèce de data center pour faire converger l'ensemble des flux et des médias et du contenu et des interconnexions. Il fallait pouvoir héberger toutes les têtes pensantes qui pouvaient piloter cette cérémonie. Donc c'est pour ça qu'on a posé nos valises à cet endroit-là. C'était à côté du Trocadéro. C'est là où convergeaient tous nos flux. Et on a, pendant 6 mois, on a travaillé ce sujet de pilotage, gouvernance, communication. Enfin, c'est ça qui fait partie des gros apprentissages de cet événement. C'est que livrer une cérémonie, livrer un gros événement, ok, c'est super. Livrer un gros événement de manière ultra fiable, ultra sécurisée, c'est exponentiel le travail que ça réalise. Et il n'y a pas de place au hasard. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des tonnes de plans de contingence qui existent, qu'on a rédigés. Ça veut dire que comment tu manages les gens sur le terrain. Tu vois, je te dis que tu as fait avance rapide. Je te dis, en septembre 2022, on est 3 dans une salle de réunion. Ça, c'est Paname. Il y a les actionnaires, bien sûr, mais il y a 3... 3 opérationnels, quoi. Voilà. Et en juin 2022, on est 300. 2024, pardon, on est 300. Sur le terrain, on est 13 000. Donc, la problématique déjà de croissance pour un entrepreneur, c'est intéressant. 200, et ce côté exponentiel de comment tu passes de 300 à 13 000, comment tu t'assures que tout le monde donne le meilleur de lui-même, ni plus ni moins. Ça faisait partie des méga enjeux parce que tu connais le monde de l'événementiel et tu sais qu'il y a une partie quand même d'impro qui peut être réalisée parfois sur des événements, sur les briefs, etc. Là, il n'y avait pas de place au hasard. Oui, pas possible. Donc, l'avantage, c'est que on avait les meilleurs experts français. En fait, cette équipe de Paname, elle était dingo. Les meilleurs logisticiens, les meilleurs directeurs techniques, les meilleurs régisseurs. Enfin, voilà, on a pu s'entourer et prendre des bonnes ressources. Et tout le monde
appris, en fait. Il y a vraiment ce côté level up, en disant, de toute façon, il y a personne qui l'a fait. Et moi, ce que j'adore dans cette machine, c'est qu'en fait, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'elle rabote les égos. En fait, cet objet, cet événement, il nous dépasse tous. Tu vois, tu parlais d'homme clé tout à l'heure. Je disais non, je suis pas l'homme clé. En fait, on était beaucoup à être des personnes clés. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que ceux qui pensaient savoir, ceux qui savaient ce qu'il fallait faire, en fait, à chaque fois, on leur disait, OK, tu rentres, tu regardes, et on en reparle. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils voyaient la taille de cette montagne, la taille de l'objet, de ce monstre, et en fait, tout le monde redescendait d'un cran en disant, OK, on a compris, il faut travailler. Ouais. Et en fait, ça a créé un climat et une atmosphère de travail hyper intéressante, parce qu'en fait, tout le monde mettait maximum d'intellect au service du projet, d'intellect, de savoir-faire, d'expérience, en disant OK, on va y arriver. Donc à un moment se pose la question de OK, qui on met dans ces centres de commandement, qui a le droit de décider quoi, à quel moment, comment on s'assure que on se retrouve pas submergé par des milliers d'informations qui nous remontent. Parce qu'elles sont toutes importantes. Si je prends un exemple concret de la logistique, en fait, tu vois, tu as 10 000 athlètes, donc les 10 000 meilleurs athlètes du monde, à faire transiter de leur chambre d'hôtel. Donc ça, tu gères aussi, quoi. Alors ça, il y a une équipe qui gère ça. Moi, je suis support de ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à cette équipe, avec cette équipe, rapidement, on se dit, l'enjeu là-dessus, sur le pilotage, c'est la gestion du workflow et des data. Bien sûr. Comment on s'assure que des gens stressés autour de nous ne viennent pas perturber le bon déroulement de nos propres opérations ou de nos prises de décision sous prétexte de dire est-ce qu'ils sont bien partis, est-ce qu'ils sont bien arrivés, etc. Donc on a développé des tonnes d'outils de suivi, de data pour avoir des mecs finalement on avait des gros tableaux de reporting en temps réel et des jauges qui nous disaient OK, 50% des délégations sont parties, elles sont toutes arrivées. Mais derrière ça, au-delà de la gestion et l'analyse des data, il y avait toute la fiabilité de comment on s'assure que ce jour-là, les réseaux vont fonctionner, télécom, les réseaux informatiques. C'est l'entonnoir, voilà. quoi. Et donc, autour de ce sujet-là, à chaque fois, ça part d'un constat de quoi a-t-on besoin et après, comment on fait pour y arriver, avec quels moyens, avec quelle techno, etc. Donc, on se retrouve dans une salle, on est 30 à peu près, avec au passage quelques invités ou quelques personnes qui s'invitent, comme le ministère de l'Intérieur, comme le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, avec qui on a travaillé très étroitement là pendant un an, où tous les 2 jours, on était à la préfecture pour travailler ces sujets-là. Donc c'était du travail. Vianney, quand je t'entends, tu me donnes le sentiment de gérer vraiment avec les équipes, évidemment, l'événement dans sa globalité, mais enfin, il y a quand même quelqu'un qui check un petit peu tout ça. Tu parlais de Darmanin qui est venu, le préfet qui est venu. Qui c'est qui vous surveille quelque part ? Alors, tout le monde se surveille et se complète. En fait, c'est ça qui est extraordinaire dans cet événement. Je pense que c'est la seule fois et certainement une des dernières fois que tout le monde travaille au service du même événement et pour les mêmes raisons. Ouais. Donc finalement, c'est ça que l'État a réussi à mettre en place, c'est de mettre tous les services de l'État au service de l'événement. Et donc finalement, le préfet il est là. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a autorité sur l'eau, par exemple. Donc le préfet d'Île-de-France. Donc c'est avec lui qu'on a tout calé sur voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui est réglementaire, voilà ce que la réglementation ne couvre pas. Parce qu'en fait, tu vois, c'est aussi ça qui est monstrueux dans ces projets-là, c'est que tu ouvres un livre et tu regardes la réglementation fluviale et tu dis mais en fait ce que je suis en train de faire n'existe pas. Et quand t'as l'équipe artistique, t'as Thomas Joly qui dit moi je rêve d'un cheval qui galope sur l'eau, qui remonte la Seine au rythme d'un cheval réel. Allez-y, vous avez 1 heure. Ouais, avec un plan câble. à contresens. OK. Et en fait, tu commences à bûcher, tu dis, OK, c'est quoi la vitesse d'un cheval au galop? OK, c'est 30 km/h. La réglementation sur l'eau, c'est 15 km/h. Déjà, on est out. C'est un détail, mais il y en a des tonnes comme ça. Et donc, effectivement, tu es obligé de travailler, avec tous les services. Et notamment le préfet d'Île-de-France qui était missionné aussi pour ça et qui nous a fait filer un coup de main extraordinaire puisqu'en fait, il s'est relevé les manches comme nous, en fait. Et tous les mardis matins, on était chez eux à dire voilà où on en est, voilà ce qui va pas, voilà comment on peut avancer, en fait. Je sais pas si c'est le projet d'une vie, mais enfin, en tout cas, c'est un projet qui marque ta vie, quoi, en vrai.
Ah, clairement, oui. Si, en tout cas, dans mon métier, il n'y a pas d'événement plus gros que celui-là. Donc après. Pas encore. Pas encore. On peut trouver plein de trucs, mais tu sais, quand on a commencé à aller évangéliser, chercher des prestataires, expliquer notre projet, etc., on avait un PowerPoint dans lequel la première slide disait 3 éléments importants. Ça fait 100 ans que les Jeux Olympiques sont pas venus en France. C'est la première fois qu'une cérémonie sort du stade. Il y a 1,5 milliard de téléspectateurs. Et 60% de la perception de la réussite des Jeux est basée sur la cérémonie. Donc, ça veut dire que tu fais une belle cérémonie d'ouverture, tout le monde dira à la fin, c'était des super Jeux Olympiques. Alors que les Jeux Olympiques, c'est du sport, normalement, on est d'accord. Bien sûr. Par contre, si tu la loupes, les copains du sport, ils ont peut-être fait des sites extraordinaires, etc. En fait, non. Donc, c'était pour nous coller un petit peu la pression, tu vois. Mais c'est très vrai, tu vois. Et alors, du coup, dans ces anecdotes que tu as, je pense que tu es tenu au secret professionnel sur certaines choses, et puis toi-même, tu n'as peut-être pas forcément envie d'évoquer certains sujets, mais c'est quoi les anecdotes marquantes qui t'ont amené à dire oh merde, là c'est la panique totale, ou au contraire, je vis un truc extraordinaire. Enfin, donne-nous 2-3 anecdotes sympas là. Je vais t'en donner, mais quand même, juste te dire, cet événement, il y a une particularité, c'est que on était 13 000 à travailler, et je pense qu'il y a 13 000 histoires différentes. Ouais. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a travaillé, et bien sûr, je ne connais pas tout le monde, mais chacun me raconte l'histoire de « j'ai sauvé la cérémonie ». Et c'est vrai, tu vois, il y en a un avec un bout de scotch. Ouais. Mais en tout cas, des anecdotes, il y en a plein. Ça veut dire que chacun s'accapare une forme de fierté en disant « bon, je suis l'homme de l'ombre, personne n'a vu que j'ai mis le morceau de scotch là, essentiel pour que l'autre ne glisse pas ». Mais grâce à moi, en fait, il a pas glissé, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est génial. Et en fait, c'est génial parce qu'en fait, ça fait partie des réussites de cet événement. C'est comment tu fais pour embarquer autant de monde en si peu de temps, finalement. Parce qu'en fait, tu vois, la bascule de 313 000, c'est pas 3 mois, hein, c'est plutôt 3 jours. 300 à 13 000 et non pas 313 000. Pardon. Et pourtant, il faut que chacun donne le meilleur de lui-même. En fait. Ouais. Donc après, voilà, ils étaient tous professionnels, ils étaient tous triés sur le volet, ils étaient là pour ça, etc. Mais n'empêche que ça fait des belles choses. Et donc dans les anecdotes, il y en a plein. Il y a la Tour Eiffel où on perd le courant quelques minutes avant le passage de Céline Dion. Ah. Ça personne l'a vu. Ça personne l'a vu. Et donc là, moi, je suis au poste de commandement. J'envoie un message à Max qui est en charge de la technique là-bas et à qui je dis tiens, ça arrive bientôt chez toi, est-ce que tout va bien? Et il me répond tout est ok, on vient de rétablir le courant, on devrait s'en sortir. Là, alors que tu vois, tu parlais de panique tout à l'heure, etc. Toute la cérémonie a été hyper fluide. Ouais. Certes, la journée a été compliquée parce que il y a la pluie, etc. Mais on déroulait une partition qu'on maîtrisait en fait. Vraiment. Vous aviez prévu la pluie? Oui. La pluie, les débits d'eau. Enfin, on a travaillé. Tout a été vraiment très très bien travaillé. Et en tout cas, voilà. Et moi, je lui réponds à ce Max. T'es vraiment con. C'est pas le moment de faire des blagues. Donc je le crois pas. C'était pas une blague. Et la cérémonie se passe, l'image de Céline Dion extraordinaire sur le truc, même si j'ai d'autres petites anecdotes là-dessus. Et que tu vas nous raconter. Et oui, je vais te raconter. Et fin de cérémonie, je l'appelle en disant bon, évite les blagues comme ça, c'est quand même pas très marrant. On était un peu stressés. Ah ouais. Il dit non, mais c'est pas une blague. En fait, on a eu un problème d'énergie. On n'a pas réussi à ouvrir la porte. On a pris un extincteur, on a défoncé la porte pour accéder au local technique et pour remettre en route ce qui n'allait pas. Alors c'était un pilier, c'était pas toute la Tour Eiffel, etc. Mais quand même quoi. Voilà. Et puis dans les petites anecdotes, là, Céline Dion, on répète la veille ce tableau et sans Céline Dion, on prend une doublure. C'était toi. Non, c'est nos collègues Bertie qui avait un événement extraordinaire. On l'a monté en haut de la Tour Eiffel, on l'a dit tiens, mets la robe de Céline, mets-toi là, mets ton harnais, et c'est là. On allume et là on se rend compte que des milliers de moustiques viennent s'éclater face au projecteur qu'on vient de mettre. Parce que attiré par la lumière? Oui. Donc la pluie, finalement, c'était pas plus mal. Par exemple. Bah ouais. Tu vois, donc voilà, ça fait partie des trucs où tu te dis, mais ça fait 2 ans qu'on travaille ce truc, qu'on maîtrise tout.
surtout, presque. Les moustiques parisiens sont et là, en fait, t'allumes et tu te rends compte qu'en fait, c'est des moustiques qui vont venir t'embêter. La biodiversité reprend ses droits. Bon, voilà, petite anecdote. Finalement, tu vois, ça s'est bien passé. On a fait ce qu'il fallait. Et la pluie nous a certainement aussi un peu aidé sur les moustiques. Et elle a ramené d'autres trucs, un peu de dramaturgie aussi à cet événement. Mais elle a montré aussi que finalement... tout le monde avait fait son boulot correctement, puisque ça tenait bon. Ouais. Le système tenait encore debout. Est-ce que c'est un peu comme, tu sais, un décollage à la NASA où tu vois les ingénieurs qui, une fois que le truc a décollé, que c'est OK, ils se lèvent, « Ouais, c'est incroyable, machin !» Et c'est un peu ça ou pas? Alors nous, c'était ça à la fin. À la fin? C'est-à-dire que... Parce que la fin, alors c'est déjà, tu vois, je t'ai parlé d'un poste de commandement, mais Ouais. je t'ai parlé du principal. En dessous, il y avait des sous-postes de commandement. Bah oui. Donc, tout était très décorrélé. C'est-à-dire que l'équipe qui gérait l'envoi des bateaux, donc il y avait un enjeu très fort d'envoyer des bateaux à temps, à l'heure, de manière fiable, sans accident, etc. À la seconde, cette équipe-là, finalement, elle avait fini une partie de son boulot quand le dernier bateau avait passé le pont. Mais d'autres équipes avaient des enjeux pour les garer, pour faire descendre les athlètes, etc. Donc finalement, il y avait des petites victoires successives, ça et là, en fait. Mais nous, effectivement, c'est fin de cérémonie, on rend l'antenne. Et là, tout le monde se lève, on dit, ouais. Mais de temps en temps, enfin, donc c'était très studieux. Hein. Tout le monde était très calme, très concentré sur son truc. Et de temps en temps, il y avait un petit yes à chaque étape un peu clé de ok, ça s'est passé. Ok, parce que c'est de l'image. Hein. Il nous fallait l'image. Bien sûr. Et en plus, toutes ne sont pas passées, mais quand elles sont passées, on s'en satisfaisait. Mais ouais, super expérience. Et alors, du coup, j'imagine que ça, c'est la cérémonie. Après, qu'est-ce que tu fais après? Enfin, comment... Fin de cérémonie? Ouais, t'as terminé ou tu poursuis sur autre chose? Fin de cérémonie, moi, j'avais un enjeu fort pour moi personnel de gestion de la redescente. Bah, c'est ça, parce que là, chaud quand même. J'étais un peu inquiet de ce truc-là en disant mais comment je peux faire ça? Autant j'avais travaillé énormément la préparation, autant il fallait s'intéresser à comment ça s'arrête et découvrir comment ça s'arrête en fait. Ouais. Et donc il y avait plein de profils différents au sein des équipes Paname, mais en tout cas moi j'avais émis le souhait et je trouvais ça nécessaire pour moi d'aller faire autre chose rapidement. Donc j'ai levé la main pour aller aider l'équipe CR3, donc l'équipe qui gérait la cérémonie d'ouverture paralympique, qui était une équipe en place, et une très bonne équipe aussi, mais complètement parallèle. Une autre équipe du coup. Oui. Ouais, ok. Et moi j'aurais dit ça y est, je viens de valider une expérience. Il y a 2-3 trucs que je sais faire. Mettre à dispo. Et je serais ravi de venir travailler avec vous en fait. Et donc j'ai été catapulté rapidement dans une nouvelle équipe, une nouvelle famille presque, avec des convictions et des savoirs que je venais de vérifier. Et une toute petite partie de mon équipe CER1 que j'ai emmené avec moi sur des sujets hyper spécifiques. En fait, de toute façon, loin de moi l'idée de faire la cérémonie à leur place. Enfin, c'était leur cérémonie. Oui, bien sûr. Par contre, j'avais des petites briques à apporter, donc sur des scopes très particuliers comme la chaîne de commandement, par exemple, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. J'étais plutôt au point sur comment ça doit fonctionner, comment ça doit être équipé. Et eux, c'est des sujets qu'ils n'avaient pas eu le temps de finaliser, tu vois. Donc j'ai pu apporter différents trucs et moi ça m'a permis de redescendre tranquillement. Dans, je passe, je change de sujet, c'est pas un arrêt brut. Je passe sur un sujet où je ne sais plus tout sur tout et où je maîtrise tout. Faut accepter ce nouvel environnement. Et voilà, ça m'a permis d'y aller décrescendo jusqu'à donc CER3. Après, le comité olympique m'a demandé si j'étais OK pour aller travailler sur la 4e cérémonie. Pareil, dans les mêmes conditions. La 4e cérémonie, c'est laquelle? C'est la cérémonie de clôture des Paralympiques au Stade de France. Donc, finalement, je me dis... alors, pour ma famille, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, je leur dis, finalement, je rentre pas demain, je rentre dans 10 jours. Pour moi, c'est génial parce que j'arrive dans un autre environnement, autre équipe. En pleine confiance. Très fatigué, mais en pleine confiance. Et donc, je fais la cérémonie 4. Et enfin, l'Élysée décide de faire une espèce de 5e cérémonie qu'on a appelée CER5, qui était la cérémonie de remise des médailles sur les Champs-Élysées. Enfin,
l'ensemble des collaborateurs du comité olympique sur le Champs-Élysées et un grand concert autour du rond-point de l'Étoile là qui a été monté en 15 jours. Donc là, c'est pareil, c'était une autre équipe et j'ai rejoint cette équipe sur des sujets spécifiques. Donc tu vois, tout doucement, ça m'a permis de redescendre tranquillement et d'arriver au truc en disant OK, j'ai fait le job. T'as eu des souvenirs, enfin au-delà des souvenirs évidemment qui sont les tiens, mais t'as eu une médaille, t'as eu un truc, enfin un objet symbolique ou pas du tout? Non, j'ai pas eu. T'as pas eu une médaille en or? Non. Et après, je l'attendais pas non plus. Non, mais t'aurais pu avoir un objet symbolique sympa qui marque un peu l'événement, quoi, tu vois. Certes, mais non. j'ai des souvenirs et j'en ai plein. À chaque fois, c'est la même chose quand je discute avec des gens qui ont vécu cette aventure. Finalement, il y a des trucs qui nous appartiennent qu'à nous, que personne d'autre n'aura vécu. Enfin voilà, et ça a énormément de valeur, bien plus qu'une médaille ou quoi que ce soit. Ça c'est clair. On arrive bientôt au terme de ce podcast. Donc cette descente crescendo, elle se fait dans un environnement que tu connais en pleine confiance. Néanmoins, quand tu reviens à Lille, tu reviens sur des conventions tout aussi importantes pour un client qui te la confie. Mais pour toi, c'est quand même une approche un peu différente. C'est une convention, tu as l'habitude d'en faire. Ça n'a peut-être pas la même saveur. Comment tu arrives à prendre plaisir, à reprendre goût, tu n'as pas perdu, mais en tout cas à avoir du goût pour ce genre d'événement qui a quand même une dimension moindre? Alors, tu n'y arrives pas. Clairement, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je ne revivrai plus jamais ça de la même manière, mais il faut être en paix là-dessus. J'ai la chance d'avoir le plus gros réseau que j'ai jamais eu. Ouais, tu m'étonnes. Donc j'ai le luxe actuellement de pouvoir choisir les projets ou choisir les personnes. Et vraiment, c'est ça que je me suis fixé finalement en disant, OK, pour que je sois bon, il faut avoir de l'intérêt, il faut que ça pique ma curiosité. Moi, je suis pas quelqu'un qui répète les choses en fait. J'aime bien les créer, les répéter, ça me fatigue, ça m'ennuie. Ça me fatigue pas, ça m'ennuie plutôt, effectivement. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai plutôt, soit je vais choisir des sujets spécifiques, soit je vais choisir des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et pour l'instant, je suis à ce stade-là. Et aller chercher, encore une fois, tous ces projets sur lesquels j'ai encore à apprendre. Parce que à la fin de tout ça, c'est de l'apprentissage pour moi. Bien sûr. C'est de me dire, OK, on savait pas que c'était possible. Et on l'a fait, on a appris, on a travaillé pour ça, on a grandi avec ça et pour ça. Et finalement, des projets, je suis loin de tout savoir sur tout. Bon, je commence à être bon dans les trucs qui flottent. Ouais, j'imagine. Dans les trucs qui glissent ou pas dans les trucs qui glissent. Parce qu'il y a les JO, il y a les JO d'hiver là. Il y a des trucs qui volent. Enfin, il peut se passer plein de trucs. Mais oui, j'ai pris goût à ces grandes machines. J'ai pris goût aux projets complexes. Ça te nourrit? Ça me nourrit, ça me stimule. En fait, c'est finalement ce que j'ai adoré pendant ces 2 ans, c'est cette hyperactivité et hyper-stimulation intellectuelle. Ça s'arrêtait jamais. Mais c'était très bon pour moi. Ouais. J'ai vraiment apprécié. Et alors, une chose qu'on peut partager également, c'est que moi, je me suis mis à courir depuis maintenant 1 an, mais tu me disais en préparant cet échange que dans cette folie en fait globale que tu gérais au quotidien, tu t'es mis en plus de ça à courir et le marathon de Paris l'année dernière, quoi, en plus. C'était une manière pour toi de sortir ton stress? Ouais, alors tu vois, tu parlais du rôle de la compagne, de l'épouse. Pendant que je démarre l'aventure olympique, Sandra, mon épouse, se met à courir et s'attaque au marathon de New York. Ok. Bon, je regarde ça d'un œil impressionnant. Voilà, elle avait jamais couru avant, elle s'est donné les moyens et donc finalement, elle démystifie pour moi ce sujet. Je cours pas après le sujet, mais à Noël, elle m'offre un dossard pour le marathon de Paris. Okay. Je pense qu'à cette époque-là, elle s'est dit que ça devait certainement être très bon pour moi. J'avais couru avec elle sa préparation de New York. Bon, voilà. Et finalement, tout ça a été très vertueux parce que si on n'en a pas parlé beaucoup, mais l'histoire de ce marathon ou l'histoire des Jeux Olympiques, c'est la même chose. Au début, pour moi, le marathon, je me dis mais c'est quoi cette distance de dingue? T'as vu ma corpulence, je suis pas fait pour ça. C'est pas pour moi. De même que une cérémonie d'ouverture, ok, c'est peut-être pas pour moi, j'ai jamais fait. Enfin voilà. Mais bon, il y a toujours un peu cette audace, cette naïveté, je sais pas, et cette soif de réussir, et de se dire en fait, tu vois, moi je me dis toujours,
si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ça, je partage. Ça veut dire peut-être 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'engagement, de courage. Mais en fait, tu sais quoi, je vais y arriver. Et quel que soit le sujet. Je partage la même philosophie. Et donc, finalement, c'est un parcours du combattant, cette cérémonie, comme le marathon. Et en fait, ça se prépare. Et en fait, finalement, c'est ça que t'apprends. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de miracle, en fait. Il faut faire des kilomètres. Bosser, quoi. Il faut bosser, tout seul. Tu te fais mal, t'as envie, c'est plus dur. Enfin, t'as tout. Et je trouve que finalement, l'analogie, elle est extraordinaire. En plus, à cette époque-là, je vis à Paris. Mon terrain de jeu, c'est la Seine. J'habite, hasard, mais j'habite à l'opposé de là où je travaille. Puisque, en fait, les bureaux du consortium, on a déménagé 3 fois avec cette croissance, etc. Donc, finalement, ma prépa, c'est le long des quais de Seine. Ok, cool. Donc, le matin, je me lève à 4h du mat et je fais mes 2 heures et 3 heures de run. Je vais travailler en courant. Il y a une piscine sur place, je nage, et donc j'arrive à 8h en réunion, en ayant fait mon semi, en ayant fait 1,5 km de piscine, et en attaquant ma journée qui va durer 12-13 heures non-stop en mangeant pendant les réunions. Voilà, ça c'était à peu près le rythme. Mais finalement, j'ai jamais été aussi en forme qu'à ce moment-là. J'ai jamais dormi aussi bien parce que moi l'enjeu c'était le sommeil. Bien sûr, pour tout récupérer, ça, en fait, c'était dire en fait comme hyperstimulation intellectuelle. En fait, moi mon cerveau s'arrête, je sais pas l'arrêter. Jamais. La fatigue physique de la prépa du coup m'a aidé à dormir vraiment et d'être en forme le lendemain. Donc en fait, il y a cette espèce de cercle vertueux et en plus en fait, tous les jours, j'étais sur le terrain de jeu. Donc, parfois, je m'arrêtais, je prenais des photos et j'arrivais en réunion. Je disais aux équipes, tiens, est-ce que vous avez vu ce truc-là qui est en train d'apparaître sur les quais de Seine? Est-ce que vous avez vu ce problème-là? Ou tiens, j'ai fait un repérage à cet endroit-là. Enfin, donc, ça avait plein de vertus. Et j'étais prêt. Donc oui, ça peut paraître fou quand je disais autour de moi, je préparais le marathon et on dit mais t'es déjà en train de préparer une cérémonie. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? En fait, les deux étaient hyper complémentaires. Je le savais pas. Vraiment, c'était sous l'impulsion de mon épouse. Mais ça m'a fait le plus grand bien en fait. Et c'était parfait. Et voilà, on arrive au bout, aussi bien au niveau du marathon que de la cérémonie, donc c'est extraordinaire. Écoute, félicitations en tout cas. Vianney, je crois qu'on pourrait encore rester 1h30 à parler de tout ça. En tout cas, je pense qu'on aura donné pas mal de... Ce terme inspiration, il est un peu galvaudé, mais en tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir dans cet échange et ça m'a fait plaisir de te revoir, nous partager en fait cette expérience complètement dingue. Merci pour tout ça. Je pense qu'il y a pas mal d'apprentissage dans ce que tu nous as dit. Je te souhaite que du bonheur pour la suite. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à mettre une note 5 étoiles, parce que je pense que cet épisode, c'est une vraie masterclass. On se retrouve sur les réseaux, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et compagnie. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt. Bye, ciao.